On reprend le cours là où je l'avais laissé, à savoir sur la critique des instruments de la connaissance, la critique des facultés de la connaissance chez Rousseau. Clairement, le problème qui se pose à la science de l'homme, c'est que, comme pour toute science, elle repose sur des facultés qui ne sont pas naturelles, qui sont le produit d'une éducation, qui sont le produit d'un perfectionnement, qui sont culturelles. Et il va falloir le prendre en compte dans la modélisation que Rousseau va proposer de l'état de nature. On ne peut pas se représenter l'être humain à l'état de nature, doué de langage, doué de raison, doué de toutes les propriétés qui sont celles d'un homme qui a vécu en société. Alors, d'où l'ambition de Rousseau de ne pas écrire un gros livre, en fait. Rousseau explique dans la préface du second discours que l'illusion qui s'est emparée des sciences qui visent à étudier l'homme, et en particulier de l'ethnographie, c'est d'accumuler des connaissances. Et Rousseau va dire il faut faire le contraire. Il faut, pour connaître l'homme tel qu'il est, pour se connaître soi-même, il faut soustraire, il faut retirer. Ça veut dire examiner l'homme tel qu'il est aujourd'hui et se demander ce qu'il doit à la culture. Tout ce qu'il doit à la culture, dit Rousseau, nous devons le soustraire. Et une fois qu'on aura soustrait tout ce qu'il y a de culturel chez l'être humain, on le verra tel qu'il est naturellement. Alors, comment Rousseau conçoit-il l'être humain à l'état de nature? Petit cours sur Rousseau. Si jamais vous avez un texte de Rousseau au bac, ce sera très utile. Rousseau, on l'a déjà vu en fait dans d'autres textes, notamment dans le cadre du cours sur la liberté. Rousseau conçoit l'homme à l'état de nature comme un atome totalement indépendant des autres. Solitaire. Capable de subvenir à ses propres besoins. Et guidé par deux forces. Comme les planètes qui sont guidées par la gravité. Premièrement, ce que Rousseau appelle l'amour de soi. Et deuxièmement, ce que Rousseau appelle la pitié. Qu'est-ce que l'amour de soi? L'amour de soi, c'est la force qui va humain à persévérer
dans son existence. Ça recouvre ce que les anciens appelaient le conatus. Ça recouvre l'instinct de survie, ouais. C'est ce qu'on appelait dans l'Antiquité le conatus, en latin. Le conatus, C-O-N-A-T-U-S. Ça vient du latin, qui signifie entreprendre tout simplement, ou désirer. Entreprendre, désirer quelque chose. C'est la force qui nous pousse à persévérer, en fait, le conatus. Ça recouvre aussi le principe de plaisir. C'est-à-dire que spontanément, l'être humain va chercher le plaisir plutôt que la peine. Et qu'est-ce que c'est que la pitié? La pitié, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'empathie ou la sympathie. La pitié, chez Rousseau, c'est la répugnance que nous avons face au spectacle de la souffrance. Au spectacle de la souffrance. Autrement dit, ça ne nous procure aucun plaisir naturellement de voir souffrir, non pas seulement de faire souffrir, mais simplement de voir souffrir les autres. Oui, c'est la pitié. Okay. Donc il faut comprendre une chose simple, c'est que l'amour de soi et la pitié sont des forces centripètes, en un seul mot évidemment. Ce sont des forces centripètes, c'est-à-dire des forces qui poussent l'individu vers lui-même et donc à s'isoler davantage de ses semblables. Oui. L'amour de soi et la pitié. Donc, dans le modèle que Rousseau propose de l'état de nature, à quoi ressemble la vie de l'être humain? Alors, déjà, il dort beaucoup, il se nourrit de cueillettes et Rousseau dit qu'il est probablement un charognard, c'est-à-dire que c'est tellement une grosse flemmasse qu'il ne chasse pas. Et l'idée même de famille lui est totalement étrangère. Il se reproduit quand l'envie lui prend, mais il y a très peu d'attachement, dit Rousseau, naturel. Il n'y a pas de lien amoureux et il n'y a pas d'amour filial chez l'être humain à l'état de nature. Donc c'est une vie solitaire. Mais ce n'est pas une vie de souffrance et d'angoisse comme pouvait le décrire Hobbes, par exemple.
Alors, qu'est-ce qui va entraîner le passage de la vie à l'état de nature, donc qui est solitaire, à la vie en société? Rousseau l'explique par un changement climatique, un refroidissement, et le pire, c'est que c'est une hypothèse qui est probable, qui va pousser les êtres humains à développer des solidarités pour leur survie. Les ressources se faisant plus rares, elles ont besoin d'être mises en commun. Et donc, que va-t-il se produire à partir du moment où les êtres humains vivent ensemble? Ils vont faire quelque chose de très simple et d'effroyable. Ils vont se mettre à se regarder. Et donc, à se comparer. Et donc, à se juger. Et c'est de là que naissent, dit Rousseau, les premières inégalités. Quand on vit seul et qu'on est indépendants les uns des autres, peu importe de savoir qui est le plus beau, qui est le plus fort, qui est le plus intelligent, etc., etc. Mais quand on vit en groupe, et qu'on se regarde, qu'on se compare, alors, comme dit Rousseau, l'estime publique a un prix. Rousseau va dire la chose suivante: l'homme à l'état de nature, il est bon et il est nul. Il est bon et il est nul. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire bon? Bon, ça veut dire qu'il n'a pas été perverti par la société. Il reste droit. Ses mouvements, ses passions, ses actions sont naturelles. Il est bon, naturellement bon. Et il est nul parce qu'il n'a développé aucune faculté, il n'en a pas besoin. L'homme à l'état social n'est pas bon. Le plus souvent, il est perverti. Et dans le meilleur des cas, il est vertueux. Qu'est-ce que ça veut dire vertueux? Vertueux et bon, ce n'est pas la même chose. Vertueux, cela veut dire qu'il est suffisamment fort pour résister aux perversions de la société. Oui, oui, j'ai bien entendu frapper. Entrez. Bonjour Titouan. Vous allez bien? Ben, ça va, je suis en plein cours. Je vous en prie. Bonjour. Au revoir Titouan. La gênance. Quelqu'un l'a laissé s'échapper, manifestement. Alors, je reviens donc à l'homme à l'état de nature qui, comme Titouan, est bon et nul. L'homme civilisé, dans le meilleur des cas, est vertueux. Mais ce qui va pervertir l'être humain
socialisé, dit Rousseau, c'est une autre force que l'amour de soi, c'est l'amour-propre. Ce n'est pas la même chose. L'amour de soi s'oppose à l'amour-propre. Qu'est-ce que c'est que l'amour-propre? L'amour-propre, c'est l'amour que nous avons, non pas pour nous-mêmes, mais pour la considération que les autres ont de nous. Ce n'est pas la même chose. Exactement. Autrement dit, l'amour-propre, c'est une perversion de l'amour de soi qui passe par la relation à autrui. À partir du moment où l'être humain entre en société, il va devoir développer des facultés, des talents, des compétences qui lui auraient été totalement inutiles à l'état de nature et qui vont lui être indispensables en société. Ce n'est pas seulement des compétences qui seront de l'ordre de la technique, ce sont des compétences sociales. Des compétences sociales. À savoir, bah, Titouan est un assez bon exemple, à savoir une certaine finesse dans les rapports humains, une certaine grâce, faire semblant d'avoir des qualités qu'on n'a pas, etc., etc. C'est très important pour survivre dans cette société. Alors que, bon, il y a certains individus qui n'ont manifestement pas les codes. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que l'être humain à l'état de nature, c'est un petit peu ce que dit Nietzsche d'ailleurs, il est comme l'animal, il est ce qu'il est. Il ne peut pas mentir. Alors que l'être humain en société doit distinguer l'être et le paraître. Sans qu'on sache vraiment si c'est la même chose. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Okay. Grand B. Grand B, l'introuvable nature humaine, l'introuvable nature humaine, modèle d'intelligibilité de la culture. D'intelligibilité, c'est-à-dire de connaissance. C'est le grand B. De la culture. Ouais.
Alors, on va lire un texte de Claude Lévi-Strauss qui, euh, qui est qui ouvre en fait l'ouvrage d'anthropologie le plus important du XXe siècle, puisque c'est l'un des premiers, c'est les structures élémentaires de la parenté, 1948. Claude Lévi-Strauss, comme le jean, les structures élémentaires de la parenté, 1948. Strauss, S-T-R-A-U-2-S. Les structures élémentaires de la parenté. Donc c'est la première section de l'introduction, vraiment les premières pages. Je lis le premier paragraphe et je le discute. De tous les principes avancés par les précurseurs de la sociologie, aucun n'a sans doute été répudié avec tant d'assurance que celui qui a trait à la distinction entre état de nature et état de société. On ne peut en effet se référer sans contradiction à une phase de l'évolution de l'humanité au cours de laquelle celle-ci, en l'absence de toute organisation sociale, n'en aurait pas moins développé des formes d'activité qui sont partie intégrante de la culture. Mais la distinction proposée peut comporter des interprétations plus valables. Alors, je voudrais mettre ce texte dans un contexte. Et je sais que je m'adresse à des scientifiques, ça devrait en tout cas vous parler. Le concept de nature, et en particulier celui de nature humaine, connaît une crise monumentale dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et il y a un Anglais barbu qui est responsable de cela. C'est crise du concept de nature humaine. Un Anglais barbu. C'est Non, 19e siècle. Hein. C'est Merlin l'Enchanteur, non. Merci Alexandre. Charles de Gaulle. Oui, ok, bon, vous sortez. Charles Darwin. Charles Darwin. Charles Darwin qui écrit L'origine des espèces en 1859. Enfin, qu'il publie L'origine des espèces en 1859. Bah, tiens, je vais vous faire un petit cours sur Darwin. Que dit Darwin? Darwin explique que l'évolution des espèces est le produit de deux facteurs. D'une part, des mutations qu'on appelle peut-être pas encore génétiques, même si on parle de gènes avant la découverte de l'ADN évidemment. Mutations aléatoires, que nous appellerions génétiques. Et d'autre part, un mécanisme aveugle, complètement déterministe, qui est la sélection naturelle.
Donc, concrètement, comment ça se passe? Certains membres au sein d'une espèce vont subir, soit à cause d'un dérèglement, soit à cause de contraintes environnementales, certains membres d'une espèce vont subir des mutations et vont survivre à un changement du milieu naturel, là où les autres membres de l'espèce qui n'ont pas muté euh, vont périr. C'est ça le processus de sélection naturelle. Qu'est-ce que Darwin appelle la survie du plus fort? En anglais, survival of the fittest. Qu'est-ce que ça veut dire être fit? Ça ne veut pas dire être une grosse bestiole costaude comme le tyrannosaure qui bouffe une tonne de viande par semaine, qui a des dents de plusieurs dizaines. C'est pas ça, être le plus fort. Le plus fort, c'est être le mieux adapté. Par exemple, si jamais une météorite s'écrase au Mexique, recouvre la planète d'un nuage de fumée incandescente, il vaut mieux être un cloporte qu'un tyrannosaure si on veut survivre. On va avoir plus de chances de survie si on n'est pas une grosse bestiole carnivore. C'est comme ça. Donc il faut bien comprendre ce que c'est que l'adaptation chez Darwin. L'adaptation, c'est un phénomène qui est passif et non actif. Une seule bestiole s'adapte activement à son milieu, ou plutôt adapte activement son milieu à soi, c'est l'être humain. Mais dans 99% des situations, c'est pas l'animal qui s'adapte à son milieu, c'est l'animal qui est adapté à son milieu ou qui crève. Quelle est la conséquence de la théorie de l'évolution, du darwinisme? La conséquence de cette théorie, c'est qu'on va admettre en sciences, en biologie en particulier, et plus encore à partir de la découverte de la génétique, on va devoir admettre que toutes les espèces vivantes ont une parenté, ont une origine commune, et qu'il n'y a pas de différence de nature entre un cloporte, justement, un séquoia, c'est un arbre, et un être humain. Le séquoia et nous sommes cousins. Ouais. Des cousins éloignés, certes, mais des cousins. À l'origine, nous étions des bactéries. Et ben voilà, on a évolué, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, l'être humain a eu un ancêtre commun avec d'autres espèces animales. Je sais qu'on partage plus de 99% de notre ADN avec le chimpanzé. On partage plus de 98% de notre ADN avec le porc, etc., etc. Donc, l'idée d'une nature humaine, d'une essence de la nature humaine réellement distincte des animaux,
elle part en fumée. Et en particulier, et vous comprenez très très bien le contexte des polémiques entre les fondamentalistes chrétiens aux États-Unis et ceux qui veulent enseigner la théorie de l'évolution dans certains lycées, et qui vont avoir beaucoup de mal à le faire. Ce qui prend beaucoup de plomb dans l'aile, c'est le récit biblique où Dieu chasse Adam et Ève, mais c'est très clairement la faute d'Ève, du paradis, et explique à l'être humain que maintenant les choses sérieuses commencent, il va falloir travailler. Alors le travail de la femme, c'est le travail de l'enfantement, le travail de l'homme, c'est le travail de la terre, mais ça va avec euh, la domination de l'homme sur l'animal. Okay. Dieu nous confie les clés de la nature, et en particulier, il dit que l'être humain doit régner sur les animaux. La théorie de l'évolution nous explique que euh, l'être humain est un animal qui a plus ou moins bien tourné, mais qu'on partage avec tous les animaux, et non seulement tous les animaux, mais également avec les végétaux, avec le règne du vivant, une origine commune. Une origine commune. Dieu n'a pas créé l'être humain tout fait. Bah, pas révélation, mais crise, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est la première fois que la science tient un discours, non pas qui s'oppose au récit biblique de la Genèse, parce qu'on savait déjà que Dieu n'avait pas créé le monde en 7 jours, enfin non, 6 jours, le 7e c'est le week-end, mais surtout on se rend compte que, comment dire, il n'y a pas de, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de finalité qui fait que l'être humain doit régner sur les espèces animales et le vivant de manière générale. C'est simplement le résultat d'un processus naturel de sélection et un processus totalement aléatoire de mutation génétique. Il n'y a pas de Dieu derrière tout cela. Non. Ce que... ah. Camomille. Ah, calomnie. J'ai cru que vous regardiez Pascal Pro, vous aussi. Parce que camomille, ça a un sens. J'ai pas dit que Dieu n'existait pas, j'ai dit que la science se mettait à expliquer littéralement sans avoir besoin de recourir à une hypothèse divine. Alors, l'autre problème, si vous voulez, l'autre versant par lequel l'idée de nature humaine va être attaquée, c'est l'anthropologie et la paléo-archéologie. C'est-à-dire l'archéologie qui étudie les origines de l'espèce humaine. L'autre versant qui va attaquer l'idée de nature humaine, sur lequel on va attaquer l'idée de nature humaine, outre la biologie donc, c'est l'archéopaléologie. C'est-à-dire cette archéologie qui ne va pas s'intéresser, si vous voulez, à la cité de Troie, aux Égyptiens, aux Romains, aux Grecs, qui va essayer d'aller 40 000 ans avant. Et que va-t-on constater? Que va-t-on constater? C'est qu'à partir du moment où on trouve des squelettes qui ne sont pas des squelettes de primates, mais des squelettes d'hominidés.
d'hominidés, c'est-à-dire on pourrait parler de races humaines primitives, si vous voulez. On trouve des signes de culture. L'apparition de l'espèce humaine comme espèce coïncide avec l'apparition de signes témoignant d'une vie culturelle. Ouais. Comment distingue-t-on des signes de culture à partir de squelettes? On va trouver déjà des squelettes dans des positions qui sont clairement pas des positions dans lesquelles on meurt naturellement. Autrement dit, on va découvrir que les cadavres ont été disposés d'une certaine manière. On va découvrir que les cadavres ont été enfouis. L'espèce humaine est une des rares espèces à offrir une sépulture assez semblable. On va découvrir aussi très rapidement des objets qui sont les témoins d'une vie artistique ou tout simplement d'une activité technique, par exemple des outils, des flèches, des armes de différents genres. Et donc là on se dit, bah oui, en fait, à partir du moment où on voit apparaître sur le plan biologique, euh, nos ancêtres humains, on voit apparaître aussi la culture, comme si l'un coïncidait avec l'autre. Et donc, que dit Claude Lévi-Strauss au début des structures élémentaires de la parenté? Il dit que il n'y a plus de raison de penser qu'il y a une distinction entre l'état de nature et l'état de société, puisque pour l'être humain, l'état de nature a été toujours un état de société. Oui. On n'a plus de raison de distinguer l'état de nature et l'état de société, puisque pour l'être humain, l'état de nature a toujours été un état de société. Mais, dit Lévi-Strauss, c'est ça qui est intéressant, cette distinction demeure valable. Elle a encore de la valeur. Donc, on retrouve un petit peu ce que dit Rousseau. Rousseau dit qu'il va falloir créer une fiction pour se demander quel était l'état de nature de l'homme. Il ne dit pas ça. Il dit cette distinction entre état de nature et état de société, elle est fictive, mais elle peut produire des effets sur la connaissance du phénomène culturel. Ça va pour tout le monde? Alors, on continue. J'ai bientôt fini. Je poursuis la lecture du texte. On commence à comprendre que la distinction entre état de nature et état de société, à défaut d'une signification historique acceptable, présente une valeur logique qui justifie pleinement son utilisation par la sociologie moderne comme un instrument de méthode. L'homme est un être biologique en même temps qu'un individu social. Parmi les réponses qu'il fournit aux excitations extérieures ou intérieures, certaines relèvent intégralement de sa nature, d'autres de sa condition. Ainsi n'aura-t-on aucune peine à trouver l'origine respective du réflexe pupillaire et de la position prise par la main du cavalier au simple contact des rênes. Mais la distinction n'est pas toujours aussi aisée. Souvent, le stimulus psychobiologique et le stimulus psychosocial
suscitent des réactions du même type. Et on peut se demander, comme le faisait déjà Locke, si la peur de l'enfant dans l'obscurité s'explique comme une manifestation de sa nature animale ou comme le résultat des contes de sa nourrice. Alors que nous dit Lévi-Strauss ici? Lévi-Strauss dit que sans la distinction du naturel et du culturel, j'y reviendrai plus tard, mais sans la distinction du naturel et du culturel, on ne peut pas faire de biologie et on ne peut pas faire de sociologie. Autrement dit, l'autonomie des sciences naturelles et des sciences humaines repose sur la distinction entre nature et culture. Pourquoi? Parce que si tout est culturel chez l'être humain, on ne peut plus faire de biologie. On ne peut plus étudier les lois, je ne sais pas moi, justement de l'optique, du réflexe pupillaire. On ne peut plus étudier la morphologie. On ne peut plus étudier le milieu intérieur, le fonctionnement du foie. On ne peut pas dire que, enfin, sauf chez les alcooliques, mais on ne peut pas dire que le fonctionnement du foie, ça relève du culturel. Ça relève du naturel. Il y a des lois naturelles, il y a des sciences naturelles. La médecine, la biologie reposent sur l'idée qu'il y a un comportement naturel du corps humain. Et si, à l'inverse, tout est biologique chez l'être humain, on ne comprend pas tout simplement le phénomène culturel. On peut on peut peut-être expliquer dans une certaine mesure la religion par du biologique, mais certainement pas de manière satisfaisante. On peut expliquer la création des cités-États en Mésopotamie par du biologique, mais pas de manière complètement satisfaisante. Il y a des phénomènes sociaux, des phénomènes culturels qu'on ne peut pas expliquer par la biologie. Et il y a des phénomènes qui sont au croisement du biologique et du culturel. Lévi-Strauss parle du cauchemar nocturne des enfants, des terreurs nocturnes. Quand on est très petit, on a peur de l'obscurité. On a peur de l'obscurité. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a peur de l'obscurité? On peut se poser la question. Est-ce qu'on a peur de l'obscurité parce que c'est un réflexe animal? Et un réflexe animal profondément ancré, puisque traditionnellement, la nuit, c'est le moment où les prédateurs sortent pour chasser l'être humain. Et donc on se rassemble autour du feu pour se protéger la nuit. Et donc l'obscurité, c'est un réflexe, la terreur nocturne, ça serait un réflexe biologique lié précisément à une peur instinctive du danger, de l'inconnu. Ouais. Non, ça veut dire que l'obscurité symbolise immédiatement le danger pour un être qui n'a pas encore été cultivé, pour un être qui n'a pas encore été éduqué, pour un bébé. Pourquoi un bébé ou un enfant en très bas âge a-t-il peur du noir? Log, si c'est pas pour des raisons strictement biologiques. Okay. Oui. Oui, mais votre chien est un animal domestiqué d'ailleurs. C'est le cas de. Pas forcément tranquille, si vous voulez. Et pas forcément en bas âge, surtout. Okay. Mais de fait, je pense qu'on a tous eu des terreurs nocturnes quand nous étions petits. La terreur de l'obscurité, c'est quelque chose qu'on trouve chez beaucoup d'enfants. Ouais.
Bah, c'est le fait de faire des cauchemars, de se réveiller la nuit, de ne pas pouvoir faire ses nuits en fait, parce que on est terrorisé par l'obscurité. Ok. Ça peut durer plusieurs années d'ailleurs. Si ça vous arrive encore au-delà, enfin, si ça arrive à vos enfants quand vous en aurez au-delà de 9 ans, il faut pas s'inquiéter. Mais ça peut arriver jusqu'à très tard. Euh, et de manière globale, et c'est là que c'est intéressant aussi, c'est que la peur de l'obscurité, c'est un leitmotiv, c'est un thème récurrent des récits horrifiques. Euh, le petit poussé, il se perd seul dans la forêt la nuit. Ripley dans Alien, elle est dans un vaisseau et la bestiole, elle surgit de l'obscurité. Tous les... Batman. Typiquement, Batman, il chasse pas le jour. Euh, Dracula, enfin les vampires, c'est exactement ça aussi. Autrement dit, ce que dit Lévi-Strauss à partir de Locke, c'est il y a aussi quelque chose de culturel dans la terreur nocturne. Ce sont les contes, ce sont les histoires. Plus tard, ce sera les films. L'univers de la nuit est symboliquement rattaché à celui du danger. Un autre exemple qui est saisissant, c'est un exemple qui est pris par un homme, un anthropologue français qui s'appelle Marcel Mauss. Vu que je vais mettre le texte en ligne, je pourrais le rajouter toujours. Marcel Mauss euh, explique dans un texte que la marche est à la fois un phénomène naturel chez l'être humain, qui est lié à notre morphologie, à notre squelette, à notre développement musculaire, etc. Mais c'est aussi un phénomène culturel. Autrement dit, il existe différentes manières de marcher. Alors, pour la petite histoire, Marcel Mauss est hospitalisé à New York dans les années 50 et il va voir ses infirmières marcher avec un certain roulis euh, du bas du dos, si vous voyez ce que je veux dire, qui lui est très agréable. Voilà. Et il va dire, tiens, les Américaines marchent d'une certaine manière. Une fois qu'il sera rentré à Paris, il va constater que les Parisiennes ont adopté la même démarche. Et quand il sera rentré à Strasbourg, il se dit, mais pourquoi elles ne marchent plus comme ça, les femmes là? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe un truc tout simple. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Vous voyez Marilyn Monroe? Ok. Et une certaine partie de son anatomie. Eh bien, Marilyn Monroe va influencer la démarche des infirmières américaines, new-yorkaises en l'occurrence. Elle va se retrouver dans les salles obscures à Paris. Et pourquoi on ne marche pas comme ça à Strasbourg? Parce qu'elles ne connaissent pas Marilyn Monroe, les Strasbourgeoises. C'est dommage. Euh, un autre truc qui me fascinait, les, la manière dont ce qu'on appelle aujourd'hui pudiquement les jeunes marchent, c'est-à-dire en roulant des épaules comme des dingues là. Qui marche comme ça? C'est très intéressant.
À part eux, il y a une raison de marcher comme ça. Il y a une raison de marcher comme ça. Qui marche comme ça? Chut, ce sont les boxeurs. Ce sont les boxeurs. Pourquoi? Parce que, effectivement, quand on boxe, et on le sait, non seulement au niveau des chevilles et des mollets, mais au niveau des épaules, pour ceux qui savent se battre le savent, on ne tape pas avec ses bras, on tape avec ses jambes. En fait, on tape avec tout son corps, on tape avec son dos, on tape en pivotant. Ok? Et bien pour ça, il faut rouler des épaules. Qu'est-ce que ça veut dire rouler des épaules quand on est un jeune? Ça veut dire, vas-y, viens, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais me battre. Ok? Et c'est culturel. C'est culturel, c'est-à-dire que personne ne marcherait naturellement comme cela. Si on marche comme ça, c'est un signe qu'on renvoie à la société qu'on a appris la boxe. Bon week-end et je vous revois plus tard.